Voilà, bonjour ou rebonjour à tous et à toutes. Donc je fais cette nouvelle vidéo pour parler de la disparition de l'eau. Alors c'est une vidéo que j'avais déjà abordé le sujet en fait pour parler en fait de la disparition de l'eau via l'expansion en fait de l'urbanisation à travers l'espace en fait, à travers les surfaces du territoire français et autres. Mais en fait, c'est un sujet qui est assez vaste parce que l'urbanisation, en fait, ça englobe énormément de choses. C'est toute l'industrie, en fait, toute l'activité humaine et toute l'industrie. Et dernièrement, j'ai dû faire des travaux chez moi. J'y étais contraint parce qu'on a essayé pendant un bout de temps en fait de faire rentrer la voiture devant le garage sur des trucs en gazon, et puis du coup en fait la voiture s'enlisait, on n'arrivait plus à la ressortir, et donc c'était une utopie quand il y a une voiture. Donc il a fallu que que je mette un peu de béton, que je retire un peu, que je mette un peu de béton pour laisser passer la voiture jusqu'au garage en fait, sur 5 mètres à peu près. Donc ça va, mais effectivement je fais indéniablement partie je l'ai toujours dit, hein, je l'ai jamais nié, hein, de ceux enfin de toute l'humanité qui détruit, dont la présence et l'activité détruisent le monde. Et même, quand bien même c'est même à petite échelle, on en fait partie. Voilà, même en serrant la ceinture. Donc en fait, j'ai fait du béton et ça m'a permis de voir certaines choses, de vérifier certaines choses. Ils disent sur le sac de béton, ils disent que le meilleur mélange, c'est, vous allez voir, c'est intéressant, c'est un sac de béton, un seau de béton pour 3 seaux de sable et un seau de flotte. Bon, ok. Enfin, de sable, quand je dis du sable, c'est du mélange, gravier et sable. Alors, en admettant, ok, pas de problème. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je me suis aperçu rapidement que pour les proportions d'eau, c'était pas vrai. On n'était pas dedans. Fallait mettre beaucoup plus d'eau. Beaucoup plus d'eau. Parce que enfin, un seau d'eau, ça suffit pas en fait. Donc il fallait mettre beaucoup d'eau. Il faut arroser aussi avant de poser le ciment et tout. Et donc ça, ça utilise beaucoup d'eau, le béton, voilà, tout ce qui est fait en béton, le génie civil, tout ça. Mais, alors vous allez me dire, mais tout ça on le sait déjà, c'est pas nouveau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà du béton, c'est que dans le bitume qu'on utilise en fait, dans les enrobés pour faire les routes, il y a aussi de l'eau. Et donc en fait, cette eau, elle va rester conservée dans les bâtiments, elle s'en va pas, hein. Il y a toujours un taux d'humidité dans le béton et tout, parce que sinon ça s'effrite, hein, s'il n'y avait pas de flotte dedans, ça finit par... Alors bien sûr que le taux d'eau finit par diminuer considérablement, il s'évapore, mais il y a toujours de l'eau à l'intérieur. Il y a toujours une proportion d'eau. Et c'est pareil dans tout ce qu'on utilise, dans le plastique, pour faire le verre, pour faire le verre, je sais pas s'il y a de l'eau dedans. Je sais que c'est fait avec du sable et je sais pas si on sait le faire avec autre chose que du sable. Mais dans le plastique, dans les textiles, en fait, l'eau elle est partout. Et quand on se dit ah tiens mais l'eau elle disparaît, elle va où? Ben, en fait, l'eau elle est tout autour de nous, mais on s'en rend même plus compte. Elle est dans tous les objets que vous utilisez autour de vous. Il y a de la flotte. Et donc on se rend pas compte, mais en fait l'eau, elle est utilisée. Vous voyez, j'ai une carte derrière moi là, c'est une carte de Toulon, mais il y a de l'eau dans cette carte, hein, même en infime quantité, mais dans tout ce qu'on peut utiliser en fait, il y a de la flotte. Et ça, ça serait intéressant de pouvoir lancer un véritable débat là-dessus et une véritable recherche avec des gens qui s'y connaissent, qui travaillent là-dedans tout simplement, qui connaissent, qui font partie de l'industrie du plastique, qui pourrait nous expliquer combien d'eau on utilise pour fabriquer tous les objets en plastique et combien d'eau contiennent les objets en plastique. Une bouteille, forcément, il y a forcément de l'eau dedans. Alors combien elle en contient? Euh, et dans tous les domaines, il faudrait faire une liste exhaustive de tout, de ce que peut la consommation en eau de l'activité humaine et de tous les outils qu'on utilise et puis toute la consommation quoi, en fait, même au niveau de l'agroalimentaire. Et là je pense qu'on comprendrait mieux en fait pourquoi l'eau disparaît. Elle disparaît pas, l'eau en fait, elle est tout autour de nous, elle est toujours là l'eau, mais elle est sous une autre forme, et en plus elle est sous une forme qui n'est pas restituée, dans des temps normaux on va dire. Et donc soit elle est bloquée dans des objets qui ne participent pas au fait
au circuit, en fait, au circuit hydraulique de la planète, alors hydraulique, je ne sais pas si c'est quand c'est de l'eau à l'état de liquide, et quand c'est de l'eau à l'état gazeux, je ne sais pas comment on dit. Alors certainement, si on fait une petite recherche sur Internet, assez rapidement, on le découvre, mais l'eau sous forme de vapeur ou quelle que soit sa forme, en fait, l'eau, il y a des endroits, ces zones arides et hyper arides qu'on recrée avec les mégapoles et les villes, avec tout ce béton, toute cette tôle, tout ce goudron. Et bien en fait, l'eau, même si elle est présente, elle répond plus, elle a plus le même cheminement, elle participe plus au circuit en fait qu'elle avait avant qu'on y touche. Et donc, eh bien, le danger, il est là aussi. Et puis, bah, ça, faut bien le comprendre. Et c'est vrai que ça serait très intéressant que des gens se manifestent s'ils voient mes vidéos et qu'ils ont des connaissances là-dessus. Euh, Comme je disais hier à mon ami, maintenant je peux l'appeler comme ça, Vivi. Salut Vivi, si tu regardes d'ailleurs. Bah, en fait, c'est vrai que ça serait intéressant de pouvoir faire comment on appelle ça, des conférences vidéo en fait. Il faudrait que je trouve le moyen de le faire. Alors je pense qu'on peut le faire via Facebook ou d'autres plateformes, mais sur YouTube, ça serait pas mal qui nous permettent de le faire, c'est-à-dire que au moins, même si c'est que enfin si même si on pouvait le faire qu'en direct, à mi-clos, et puis en plus, et ensuite diffuser la vidéo, moi ça me dérange pas, quoi. C'est-à-dire faire des vidéos à plusieurs, où tout le monde pourrait ramener un petit peu sa science, mais pas au sens péjoratif, au sens réel et au sens sérieux. Tout le monde pourrait voilà, on pourrait construire quelque chose tous ensemble, parce que personne ne fait rien tout seul. Donc moi, euh, j'ai pas le sentiment d'être doué dans ce que je fais. Par contre, ce qu'il y a, c'est que j'ai la volonté, au moins c'est déjà ça, la crédibilité de chercher des sujets et d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe, et puis les mensonges auxquels on est soumis par l'État. Parce que tout ça, en fait, tout ce que je suis en train de vous dire, là, l'État le sait déjà, hein. Il le sait déjà. Ils savent déjà que dans le textile, tout ce qu'on a autour de nous bouffe énormément de flotte et que c'est voué à l'échec. Ils le savent très bien que c'est pas viable comme système. Ils le savent. Ça fait 50 ans qu'ils le savent. Quand ils arrivent là, qu'ils font des contrats en loose day en dessous de la table avec des grands groupes dont je n'ai pas dit, j'ai pas le droit de dire le nom, des grands groupes, et puis que le grand groupe il dit bah voilà, on va raser les tanks qui est là-bas, tout ça, on va le raser, les tritons, poubelle, on détruit tout. On défonce tout, et puis voilà, l'écosystème, les niches écologiques, là, on les détruit. S'il y avait des espèces qui vivaient là, c'est le seul endroit où elles vivaient, c'est le seul endroit où il en restait. On casse tout, et on reconstruit des bâtiments pour faire du business. C'est vachement intéressant, l'argent, quoi. Et bah ouais, parce que quand il n'y aura plus rien dans le monde, quand le monde sera devenu complètement stérile, euh, ces enfoirés, là, ils n'auront plus qu'à les bouffer. Ça sera même plus des billets à ce moment-là, ça sera encore pire. Ce sera des valeurs virtuelles. Donc ils auront qu'à consommer le fruit de leur valeur virtuelle finalement en fait. Donc vous voyez la débilité un peu de tout ça. Mais ils le savent pertinemment bien. L'État sait en fait quand ils sont en magouille avec des industriels et des banques qui sont derrière, qui arrosent, ils savent très bien que quand ils mettent la main sur un terrain, un champ ou quoi aux caisses, qu'ils aggravent la situation. Ils l'aggravent. Et enfin, c'est des fous. Il faut qu'on se mobilise. Il faut qu'on se mobilise, qu'on arrive à créer une communauté. Moi, j'ai besoin que vous me rejoigniez sur le projet Veine du désert, hein. Vous allez voir, comme je l'ai toujours dit hein, depuis le début de mes vidéos, c'est vraiment une démocratie, hein. Vous allez voir, il n'y a pas de. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui vient au sein du projet Veine du désert, or combien on serait, je ne sais pas, une centaine, 1000, 500 000, 5, je ne sais pas. Mais la personne qui serait la plus performante et qui aurait le plus de dynamisme prendrait pas les commandes, mais ferait les vidéos. Elle ferait les vidéos ensuite. C'est voilà, ce que je recherche pas, je recherche pas la notoriété. Ce que je veux, j'ai vraiment la volonté de créer ce mouvement et ensuite soit d'en absorber d'autres, soit d'intégrer un autre mouvement qui serait plus efficace. Mais enfin, honnêtement, moi j'ai cherché. Vous savez, ça fait longtemps que je suis qu'en fait j'ai élaboré le projet Veine du désert, c'était en 96. Donc je peux vous garantir qu'en 28 ans,
Euh, j'ai vu personne d'autre comme moi. J'ai regardé, est-ce que quelqu'un avait vraiment, enfin, quelqu'un voulait délocaliser, enfin, parce que le projet Venue du désert, je le répète encore une fois, c'est, pour résumer, c'est pour moi une forme de vie intelligente doit intégrer investir les zones arides et hyperarides de sa planète. Alors, c'est pas forcément des régions chaudes, hein. Il y a peut-être des planètes dans l'univers où les zones arides et hyperarides sont pas si arides que ça. Ça peut être des zones qui sont séchées, un peu comme en Himalaya. Dans les hauts plateaux de l'Himalaya, c'est beaucoup de la roche, des cailloux. Et même s'il il fait bon et tout, mais en fait, le fait que ce soit que des cailloux, ben, en fait, la vie, elle est un peu restreinte. De ce côté-là, donc ça peut être aussi ça, une zone un peu stérile, c'est pas forcément un endroit où il fait ultra chaud, mais toujours est-il que pour moi, une forme de vie intelligente doit investir à un moment donné, quand elle arrive à s'élever et à sortir de son état primaire, elle doit investir les zones arides et hyperarides de sa planète pour justement leur redonner vie, parce qu'elle a la capacité de le faire, elle a la capacité de le faire, et donc épargner, je dis pas ne plus jamais aller, on pourrait créer des centres de loisirs, on pourrait faire des trucs hein, dans les zones boisées, hein, c'est tout à fait possible, on peut même faire des lieux de vacances, mais les exploiter autrement en fait. Ne plus les investir comme ça et faire des mégapoles dedans, faire des trucs, on pourrait faire des jolies villes. Chaque pays carterait son identité, les Suédois resteraient Suédois, on ferait des belles maisons avec leur belle architecture, leur culture, on ferait la même chose en Afrique. Au Congo ou autre pays d'Afrique, l'Afrique c'est magnifique, et les gens conserveraient leurs us et leurs coutumes, leur patrimoine génétique. Enfin, moi, c'est ma vision des choses. Et puis, mais le plus gros de l'humanité investirait là où on voudrait faire nos industries et faire vraiment ce qui détruit le monde, et ben retourner toute cette dynamique, cette synergie, et la retourner en faveur de couper la poire en deux, même pas la couper en deux la poire, c'est-à-dire faire des industries qui profiteraient à la planète. Alors, si on fait venir de l'eau, bah, on le fait venir au cœur des déserts, on ferait nos cultures au cœur des déserts, ce qui on en profiterait pour terraformer ces endroits, en fait, c'est-à-dire les rendre à nouveau fertiles. Parce que croyez-moi, dans les villes, les mégapoles et tout, on a emmagasiné des milliards de tonnes. Des milliards de tonnes. Vous savez, là, New York en ce moment, là, New York, il faut savoir que ça représente à peu près les 2 tiers de l'île de France, hein, parce qu'il y a une partie où il y a de l'eau, mais c'est investi de bateaux, hein, donc New York c'est aussi grand que l'île de France. Mais il y a des parties de New York aujourd'hui qui s'enfoncent. Je crois que c'est Manhattan, ou je sais pas, c'est le Bronx, mais ça s'enfonce en fait. Ça s'enfonce de 3 cm, je crois, par an. C'est énorme. Parce que ces endroits sont pas faits pour avoir autant de poids. C'est des phénomènes qu'on observe un peu partout sur la planète. C'est devenu complètement grotesque, quoi, de s'agglutiner comme ça dans des mégapoles, surtout dans des endroits où il est censé normalement y avoir des bois, des étangs, des lacs, des endroits qui justement climatisent la planète. Et nous, qu'est-ce qu'on fait de ces endroits? En fait, on les investit, on les détruit et on les transforme en poêle à frire, en fait. Voilà. Donc l'idée du projet Veine du désert, c'est bien qu'une forme de vie, le noyau du projet Veine du désert, c'est qu'une forme de vie intelligente est une place sur sa planète et travaille en symbiose avec sa planète. Et donc la seule façon de le faire, c'est d'investir les zones arides et hyperarides pour sublimer l'existence en fait et la présence humaine. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.